Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment est-ce qu'on remplit dans les règles de l'art un bon contrat de location saisonnière. Alors c'est valable pour location saisonnière ou location courte durée. Je vous mets un lien juste sous la vidéo pour que vous puissiez télécharger le document qui est ici. On va le relire ensemble complètement et je vais vous dire point par point ce que vous devez mettre, ce que vous devez remplir dans les différents champs qui s'offrent à vous. Donc je vous laisse 2 minutes le temps de mettre en pause cette vidéo et ensuite on se retrouve avec le document que vous aurez téléchargé. Donc, premièrement, comment ça se passe? Entre les sous-signés, donc ça c'est monsieur, madame, ça c'est vous le propriétaire, vous mettez vos coordonnées, vous êtes le propriétaire du local que vous allez louer. Ensuite, désignez ci-après le bailleur et monsieur, madame, mademoiselle, le nom du locataire qui va venir ici pour 5, 10, 15 jours, avec évidemment son adresse de sa résidence principale dans son pays d'origine ou tout simplement en France si c'est un touriste qui est français ou un jeune travailleur. Il est convenu d'une location meublée dont la désignation suit. Adresse du logement donné en location, donc le numéro de la rue, le code postal, la ville, le numéro de l'étage s'il y a un étage, si c'est au rez-de-chaussée et qu'il n'y a pas d'étage, c'est une maison, vous mettez 0. Type du logement donné en location. Alors à cet endroit-là, vous mettez s'il s'agit d'un appartement, d'un studio, d'une maison, d'une chambre, voilà, vous mettez vraiment ce que c'est à la location. Dépendance dont le locataire a la jouissance exclusive. Jouissance exclusive, ça veut dire que c'est une dépendance pour laquelle seul le locataire aura accès pendant la durée de sa location. Exemple, une piscine, un parking, un balcon s'il y a un balcon. Si je sais pas moi, si vous louez une chambre ou un appartement dans lequel il y a un sauna ou un jacuzzi, il a la jouissance exclusive de cet équipement, il faut l'écrire à cet endroit-là. Ensuite, désignation des locaux et équipements privatifs. Nombre de pièces, lits, équipements électroménagers, confort, etc. Ici, vous écrivez, vous listez tout simplement 2 lits doubles, lave-linge, lave-vaisselle, four, plaque à induction, réfrigérateur, etc. Vous mettez tout ce qui va exister dans le logement en termes d'électroménager et d'équipements privatifs. Énumération des parties et équipements communs. Donc là, c'est ici que vous mettez s'il y a des parties communes. S'il y a un ascenseur, vous mettez ascenseur. S'il y a un local à vélo pour lequel le locataire saisonnier peut profiter, vous mettez également qu'il y a un local à vélo. Il peut y avoir un toit terrasse sur lequel il peut aller déjeuner, prendre ses repas, etc. Donc ça, vous rajoutez quels sont les équipements les équipements que le locataire saisonnier peut utiliser et qui fait partie de la copropriété. Ensuite, état des lieux contradictoires. Une présentation du local mis à bail sera faite à l'entrée du locataire. Il lui appartient de signaler tout dysfonctionnement pendant la durée de son séjour. Ça, c'est vraiment important, chers amis, parce que si votre locataire, lorsqu'il va rentrer dans le logement, il ne sait pas que peut-être le lave-vaisselle est en panne, vous non plus vous ne savez pas. Il va peut-être vous dire 1 heure ou 2 heures ou même 2 jours après, écoutez voilà, j'ai voulu faire tourner le lave-vaisselle, il ne fonctionne pas, c'est pas lui qui l'a cassé, sauf si vraiment il est de mauvaise foi, mais voilà, il faut quand même que le locataire ait conscience qu'il a un délai à respecter pour vous signifier le fait qu'il y a un équipement qui dysfonctionne dans son appartement. Également, en termes de sanitaire, donc là, vous listez simplement WC suspendu, baignoire, douche, etc. Vous devez le lister. Également, électroménager, donc là, rebelote, vous mettez plaque à induction, lave-linge, lave-vaisselle, four à micro-ondes, vous listez absolument tout. De manière générale, ce que je vous conseille, moi, c'est que le document que vous avez là, vous faites un copier-coller, vous le mettez sur une page Word ou une page Google Sheet et vous la pré-remplissez avec tous les éléments afin qu'il n'y ait que à remplir pour le locataire son nom, son adresse, son pays d'origine et également le nombre de jours qu'il va passer dans le logement et les prix. C'est les seules choses qui ne vont pas bouger, ce sont les seules choses qui vont bouger d'un locataire à un autre alors que tout le reste va rester parfaitement fixe. Moi je vous donne ce document là, il est complètement blanc, c'est à vous de le remplir et de l'ajuster par rapport au logement que vous souhaitez mettre en location. Également au niveau du mobilier, vous devez préciser le nombre de lits à 1 ou 2 places, les meubles les plus importants, donc table et chaise, table basse, canapé, divan, etc. Voilà, vous listez à peu près tout ce qu'il y a. Ça sert à rien à dire que sur la commode il y a 3 vases ou qu'il y a tant de tableaux accrochés. Non, on s'en fiche. Vous mettez le mobilier, vous mettez les gros meubles. Vous n'êtes pas là pour lister la totalité, ni la quantité de fourchettes ou de cuillères ou quoi. D'ailleurs, en termes de vaisselle, c'est la 2e ligne en dessous. Vous mettez simplement la vaisselle et les ustensiles sont suffisants pour 3, 4, 5, 10 personnes en fonction de la taille de la location que vous souhaitez faire. Mais voilà, ne vous amusez pas à compter les cuillères, etc.
Il est évident que certains locataires vont peut-être vous subtiliser de temps en temps une tête d'oreiller, une serviette ou des cuillères. Ça fait partie des risques de la location saisonnière, mais ça ne va pas, mettre en péril l'équilibre financier de votre investissement. Et puis ensuite, vous devez également lister le linge. Donc là, s'il y a 2 tais d'oreiller, 3 tais, 4 tais, s'il y a des draps housses, des housses de couette, etc., vous devez tout lister en fonction de ce que vous allez mettre à disposition. Moi, par exemple, j'ai des logements que je loue en location courte durée qui peuvent accueillir jusqu'à 6 personnes, mais la plupart du temps, ils sont loués à 2 personnes. Donc, je demande à la personne qui s'occupe de mettre en location ce bien-là pour moi, de mettre à disposition les draps suffisants pour le nombre de locataires qu'il va y avoir. Ça sert à rien que je mette toute une panoplie de draps pour 6 personnes s'il n'y a que 2 locataires. Il serait tenté de tout utiliser, et moi, ça me fait plus de frais de blanchisserie, et moi, ça me fait plus de frais de blanchisserie derrière. Donc du coup, je ne veux pas... Et moi, du coup, ça me fait plus de frais de blanchisserie derrière. Donc j'ai pas envie que tout mon forfait parte là-dedans. Donc je limite la quantité de draps et de fournitures aux vrais besoins du locataire. Ensuite, on tourne la page, on arrive au niveau des réseaux. Donc là, vous dites à votre locataire qu'il dispose de l'eau froide, de l'eau chaude, du chauffage électrique, mais également d'Internet. Si vous n'avez pas Internet, vous ne le mettez pas, vous le retirez. Même si pour de la location courte durée, je vous conseille vivement de mettre en place une ligne internet parce que c'est vraiment un agrément, c'est même plus que du confort, c'est presque nécessaire de nos jours. État des lieux, le preneur sera responsable de toute dégradation, donc vous devez bien dire à votre locataire à ce moment-là que s'il y a des dégradations, c'est à cet endroit que vous devez le mettre. S'il remarque que le canapé est un petit peu rongé sur les bords parce que le précédent locataire avait un chien et que le chien a décidé, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais il a décidé de se faire les coins du canapé, eh bien c'est à votre locataire preneur de le mettre, même si vous, professionnellement, vous pouvez lui écrire, écoutez, moi je note que le canapé ici, il est pas très bien dans un coin parce que machin, vous le mettez, c'est comme lorsque vous prenez une voiture en location, vous y dites, voilà, tel pare-choc ou telle roue a une marque, a un coup dans la carrosserie, il faut l'écrire, c'est à cet endroit-là. Ensuite, durée de location. La présente location est consentie et acceptée pour une durée de 5, 10, 15 jours. Là, c'est à vous de mettre en fonction de ce que vous allez louer. Et vous écrivez en toutes lettres, donc 15 jours, qui commencent à courir en toutes lettres, donc à partir du 20 juin, du 10 mai, du 1er avril, du 1er janvier, etc. En aucun cas, elle ne pourra être prorogée, donc c'est-à-dire rallongée. Quand on dit prorogée, c'est-à-dire que si la location est consentie à partir du 20 juin pour 15 jours, ça veut dire que le 5 juillet, la location se termine. Elle ne pourra jamais être prorogée, sauf si vous avez un accord écrit et qu'il y a un autre bail qui est signé. Sauf accord préalable et écrit du bailleur. Le contrat initial ou le contrat prorogé ne pourront porter la durée de la location à plus de 80 jours maximum. Pour la prise de possession des lieux et les formalités d'usage, état des lieux, inventaire, remise des clés, paiement des sommes prévues à cette date, il est d'ores et déjà convenu d'un rendez-vous. Vous mettez le rendez-vous à telle heure pour faire justement l'état des lieux de sortie de votre locataire saisonnier. Ensuite, on arrive à la partie loyer et charges. Si vous avez des questions par rapport à ce bail, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Vous savez très bien que je lis et que je réponds à absolument tous les commentaires, même si vous êtes extrêmement nombreux, je m'engage à le faire. Loyer et charges, donc la présente location est consentie et acceptée moyennant, donc là vous mettez 100, 200, 300, 1000, 2000 euros pour le séjour complet, charges comprises. Vous devez bien indiquer le montant, charges comprises. Quelles sont les charges? Donc c'est les dépenses d'eau, d'électricité, d'internet. Vous mettez absolument tout. C'est pas un local normal pour lequel la personne va prendre un contrat chez EDF pour payer son électricité. Non, vous faites une location avec du clé en main. Vous faites absolument tout. En tout cas, c'est ce que moi je vous conseille de faire. Dépôt de garantie, donc là vous mettez que le dépôt de garantie est équivalent à tel montant, mais si vous ne souhaitez pas mettre de dépôt de garantie parce que ça peut ralentir ou en tout cas réduire votre taux de remplissage parce que certains locataires n'aiment pas verser de dépôt de garantie parce qu'ils ont peur de tomber chez un bailleur qui va pas être forcément très scrupuleux et qui va récupérer ce dépôt de garantie, vous pouvez très bien écrire pas de dépôt de garantie, tout simplement. Assurance, chapitre très important, le bailleur s'engage à s'assurer du logement contre les risques locatifs pour le compte du locataire, ce dernier ayant obligation de lui signaler dans les 24 heures tout sinistre survenu dans le logement, ses dépendances ou accessoires. Donc s'il y a une fuite du lave-linge, s'il y a une dégradation au niveau des barreaux du balcon pour lequel il a la jouissance exclusive, eh bien il doit vous le signaler dans un maximum de 24 heures. Pourquoi? Parce que vous avez une déclaration à faire au niveau de l'assurance. Ça n'est pas au locataire de faire la déclaration d'assurance puisque c'est vous qui êtes assuré et pas votre locataire.
Ensuite, loyer, paiement global, soit la somme de temps. Vous devez uniquement écrire la somme de temps, c'est le loyer. Vous ne devez pas intégrer dans cette somme le montant du dépôt de garantie. Le dépôt de garantie, c'est complètement autre chose. Ça n'est pas quelque chose que vous allez percevoir, c'est quelque chose que vous allez restituer lorsque votre locataire s'en va et qu'il vous a rendu un appartement en bon état de propreté et d'usage, en bon état du mobilier que vous lui avez laissé. Conditions générales, donc là on arrive un petit peu au texte un petit peu barbant mais qui est tout de même extrêmement nécessaire. Donc la présente location est faite aux charges des conditions habituelles et de droit en pareille matière et le preneur s'engage notamment à ne destiner les lieux à l'habitation sans occasionner de troubles de voisinage, donc bruit, odeur, fumée, lumière, etc. Ne céder ou sous-louer en aucun cas la présente location, même à titre gracieux, sans accord écrit du bailleur. Donc en fait, il aurait le droit de sous-louer sans avoir le droit de louer plus cher, mais surtout sans aucunement votre autorisation. Vous êtes le propriétaire, vous êtes le bailleur. S'il veut le sous-louer, il ne peut le faire qu'avec votre accord. Ne modifier en rien ni les lieux ni la disposition des meubles. Donc là, on l'invite à ne pas déplacer le canapé, à ne pas casser une cloison. Évidemment, ça paraît idiot ce que je vous dis là, mais c'est quand même important dans une société comme la société française, qui est une société de droit écrit, que tout soit formalisé dans un contrat de droit civil. Et également, autoriser le bailleur à effectuer toute réparation dont l'urgence et la nécessité apparaîtraient pendant la location, et ceci sans prétendre à une indemnité ou à une réduction du loyer. Comme ça, moi, c'est clair. Clause résolutoire, c'est peut-être la clause la plus importante. À défaut de paiement aux échéances fixées ou en cas d'inexécution d'une des clauses du présent engagement et 5 jours francs après une simple sommation par lettre recommandée restée infructueuse, le présent contrat sera immédiatement résilié et le bailleur pourra se prévaloir de l'article 1590 du Code civil pour conserver les arts versés à titre de premiers dommages et intérêts. Donc ça, c'est ce que je vous dis en termes de texte un petit peu barbant. Vous devez l'écrire, c'est une obligation légale. Élection de domicile. Pour l'exécution des présentes et de leur suite, le bailleur fait élection de domicile en sa demeure et le preneur en sa résidence principale située à l'adresse indiquée en première page. Donc c'est l'adresse que votre locataire aura écrit sur la toute première page du document que vous avez récupéré. Fait A, donc là vous mettez la ville dans laquelle la location se trouve, le avec la date, en 2 exemplaires originaux, il y en a un pour vous et un deuxième pour votre locataire, dont un remis au preneur, les preneurs, le bailleur, donc faire précéder chaque signature de la mention manuscrite lue et approuvée, bon pour accord. Signature et tampon du bailleur, si vous avez une société, ce serait bien d'avoir un tampon, et le preneur. J'ajoute que si vous investissez via une SCI ou une SAS, le loueur, ça n'est pas vous en tant que personne physique, c'est la personne morale, c'est la société qui va louer. Donc en première page, vous devez écrire impérativement ici, monsieur, madame, ou le nom de la société, si c'est SCI ABCD, SCI 1, 2, 3, vous devez l'écrire à ce moment-là. Voilà, chers investisseurs intelligents, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce document vous sera vraiment de bon usage parce que si vous louez principalement à des touristes, on est proche de l'été, il faut que vous ayez ce document entre les mains. Je ne pense pas que je vais laisser cette vidéo forcément très longtemps parce que aujourd'hui ce bail-là est à jour, il est légal, mais si dans 1 an, 2 ans, ce document n'est plus légal, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux en vous disant que vous pouvez télécharger gratuitement un document qui ne serait pas légal. Donc, je vous invite vraiment à utiliser ce document, même si vous louez sur Airbnb et sur Booking qui ont déjà des formalismes déjà bien carrés, bien appliqués, faites quand même ce petit document, ça permet déjà de filtrer au niveau des locataires et de passer déjà pour quelqu'un de sérieux et de vous prémunir si jamais vous avez un locataire qui n'est pas tout simplement respectueux du logement et des différentes formalités qu'il faut respecter lorsque vous louez un appartement. Cette vidéo est terminée, j'espère que ce document vous sera utile, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!